Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour à notre invité Laurent Valdiguier. Bonjour, vous êtes journaliste et vous venez ce matin pour nous parler du procès de Nicolas Sarkozy. Marianne publie un hors-série, un président en prison, le récit intégral du procès. C'est un numéro qui cartonne, hein. Il y a eu 30 000 exemplaires de tirés et 40 000 supplémentaires. Ouais. Enfin 40 000 et 30 000. Exactement, il y en a 70 000 en kiosque à peu près. Ouais. Moi je suis ravie de vous recevoir parce que beaucoup de gens ont commenté ce procès, peu de gens y ont assisté et vous faites partie de ces gens qui ont été tous les jours au palais de justice et le hors-série est très, très intéressant puisque c'est une sorte d'éphéméride jour par jour de ce qui s'est passé au procès. Oui, c'est ça, c'est une idée de Frédéric Casgrain qui était alors directeur général de Marianne, qui a suivi au jour le jour, audience après audience, parce que c'est vrai que les comptes rendus, ils arrivent souvent tard, les audiences elles se terminent à 8h, ça a commencé à 13h, 3 jours par semaine. Et puis il fallait suivre à 10h. Alors lui, il attendait mon compte rendu. Puis à la fin, le 8 avril, ça s'est passé dans son bureau. Il m'a dit, mais Laurent, qu'est-ce qui va se passer? Et en avril, je lui ai dit, c'est une mauvaise audience pour Nicolas Sarkozy. Je pense qu'il est en risque de prison. Il m'a dit, non, mais tu penses pas. Cette audience, c'est 38 journées. D'une certaine façon, la petite musique, c'est un procès, c'est toujours une petite musique, c'est-à-dire c'est un son c'est une ambiance, c'est une impression. Cette impression était désastreuse pour la défense Sarkozy, qui était là un jour sur deux. Et il m'a dit si tu penses que la condamnation sera le jour du verdict, le 25 septembre, on va faire un hors-série. Ouais. Et le fait c'est qu'on est tout seul, Marianne, en kiosque, par un espèce de gigantesque concours de circonstances. On est tout seul en kiosque sur cette condamnation qui est quand même une condamnation historique. Historique, et hier, donc, Nicolas Sarkozy avait rendez-vous chez le juge où il a appris qu'il serait incarcéré le 21, c'est ça, la semaine prochaine? Le 21, mardi prochain, à la prison de la Santé. À la prison de la Santé. Ça vous choque ou pas? Qu'ils soient incarcérés? C'est la logique du tribunal, c'est cette logique de ce jugement. Alors il faut cette salle du 25 septembre, c'était quelque chose d'assez incroyable parce qu'en réalité, tout le monde est rentré dans la salle en se disant tiens, est-ce qu'il y aura des mandats de dépôt? Et puis ça, tous les avocats pénalistes vous le diront, quand un jugement est rendu avec des mandats de dépôt, il y a une grosse présence policière. Et là, il n'y en avait pas particulièrement. Donc en réalité, tout le monde est rentré dans cette salle d'audience en ne sachant pas justement. Et puis au fur et à mesure, un peu à la fin, là les policiers sont arrivés en surnombre. Et là tout le monde a compris, les avocats se sont tous regardés, tout le monde a compris qu'il y allait avoir des mandats de dépôt. Et d'ailleurs il y en a eu 3, celui de Nicolas Sarkozy est différé. Mais Alexandre Jory et le banquier suisse Wahib Nasser sont en prison depuis le 25 septembre au soir à la Santé. Mais il ne va pas fuir, Sarkozy? Alors c'est deux logiques différentes, parce que c'est vrai que pour l'expliquer, ça, il faut mettre un peu les choses à plat. Le tribunal n'est pas tenu à la logique fuite ou pas fuite. Le tribunal, il a considéré que l'extrême gravité des faits et l'effectivité du jugement sur une peine de 5 ans de prison nécessitait de l'envoyer immédiatement commencer à exécuter sa peine. Et alors là, maintenant, il va être incarcéré, Nicolas Sarkozy, il va faire une demande de mise en liberté, et là vont s'appliquer d'autres critères, les critères de l'article 144 du Code de procédure pénale, dans lesquels il y a risque de fuite, risque de concertation sur les témoins, risque de pression sur les témoins, etc. Et là, c'est la cour d'appel qui appréciera en fonction. Et c'est vrai que les observateurs disent que dans le délai de 60 jours, il pourrait tout à fait être libéré sous contrôle judiciaire, voire sous bracelet électronique, compte tenu de l'absence de risque de fuite. Et attention, ils sont 3 dans ce cas-là. La cour d'appel, on le sait, est en train d'accélérer son calendrier pour peut-être organiser un procès dès mars. Là, il y a 2 logiques qui vont s'entrechoquer. Je vais te libérer tôt, mais je vais te faire un procès plus tôt. C'est un peu ça l'idée. On va reparler de ce hors-série, puis de ce procès, encore une fois, et de la justification de cette condamnation que peu de gens ont comprise finalement. On passe tout de suite au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. C'est un bout de notre histoire mondiale que l'on a vécu hier avec une paix peut-être possible dans le Moyen-Orient, portée par Donald Trump. Hier, c'était le démarrage de son plan de paix avec la libération des otages. Récit de cette journée dans C'est à vous sur France 5.
C'est l'histoire d'un immense soulagement. Regardez ces images, espérées depuis 738 jours. Les 20 derniers otages vivants détenus par le Hamas sont rentrés en Israël ce matin. Tous des hommes âgés de 21 à 48 ans. Ils ont été remis à la Croix-Rouge à Gaza avant d'être transférés de l'autre côté de la frontière pour passer des examens de santé et surtout retrouver leur famille. Parmi les autres images très fortes de cette matinée, regardez les deux jumeaux, Ziv et Gali Berman, 28 ans, enlevés ensemble le 7 octobre 2023 dans le kibboutz de Kfar Aza et libérés ensemble, amaigris mais vêtus du maillot de leur club de foot préféré, le Maccabi Tel Aviv. Dans le même temps, l'État hébreu a libéré près de 2000 prisonniers palestiniens. Vous voyez là l'arrivée d'un des bus à Ramallah, en Cisjordanie. Après l'histoire mondiale, l'histoire de France, tout à l'heure. Elle sera en marche à 15h avec le discours du Premier ministre, Sébastien Lecornu. La censure tient un fil tenu par le PS. Hier, Olivier Faure a rappelé ses conditions, toujours dans cet avou, décidément. Sur la question des retraites, je ne peux pas le faire si ce n'est pas le gouvernement de lui-même qui annonce la suspension. Qui annonce une suspension. C'est-à-dire que si ça n'est pas annoncé dans le discours de politique générale de Sébastien Lecornu, le PS censurera. Absolument, immédiate, complète. Pourquoi je dis ça? Parce que en réalité, pas juste sur l'âge le gel de l'âge de départ à la retraite que propose la Pourquoi? la Parce que en réalité, ça touche très peu de monde. Ça touche en réalité, en fait, ça peut toucher beaucoup de monde théoriquement, mais il y a une telle décote qu'en réalité, les gens continueront à travailler plus longtemps et ne partiront pas à l'âge légal bloqué sur 62 ans et 9 mois. Donc c'est la raison pour laquelle on souhaite que ça soit complet. Ça n'est pas, j'allais dire, c'est pas très cher. Si à l'échelle d'un être humain, 1 milliard, c'est beaucoup. Mais enfin, c'est absolument dans l'épaisseur du trait par rapport à tout ce qui est demandé. Qu'est-ce qu'on prévoit, Marianne? Qu'est-ce qui se dit au service politique de ce qui va se passer tout à l'heure à 15h? C'est vrai que le temps est à la journée plus qu'à l'hebdomadaire. Donc c'est vrai qu'il se passe tellement de choses dans la journée que c'est difficile de prévoir un numéro. Bouclez quand? On boucle mardi en fin de journée. Donc ça va être ce soir. Donc ce soir. Ouais, donc ça va être chaud. Pour le bouclage. Donc c'est un peu compliqué. Ouais. Et là, cette semaine, on fait l'anniversaire de la décapitation de Samuel Paty. Ah oui. Justement, vous me facilitez. Transition. Voilà. C'est par un communiqué hier soir que la rédaction de France Télévisions a présenté ses excuses à la famille de Dominique Bernard. Excuses qui sera présentée tout à l'heure dans le 13h à l'antenne du 20h également de France 2. Car hier, Julien Bougier et Léa Salamé, dans un texte quasi identique, ont confondu les raisons de l'assassinat de Dominique Bernard avec celle de Samuel Paty. On vous a mis les deux sons. Cette image encore, hommage au professeur de lettres Dominique Bernard, assassiné il y a 2 ans jour pour jour, 13 octobre 2023. Dans une attaque terroriste par un élève radicalisé, après avoir montré des caricatures de Charlie Hebdo. Il a été tué par un élève radicalisé pour avoir montré des caricatures de Charlie Hebdo. Et ce matin, c'est au tour de Léa Salamé de présenter sur Twitter ses excuses. Elle indiquait qu'une erreur a été commise hier à 13h, reprise à 20h lors de notre hommage à Dominique Bernard. Il n'a pas été assassiné après avoir montré des caricatures. Nous présentons au nom de France Télévisions nos excuses à la famille. Un erratum sera fait à l'antenne, comme je l'ai indiqué. Elle a publié ce tweet à 8h27 ce matin. C'est assez lunaire, je trouve. C'est assez... ça dit beaucoup de choses du service public aussi, qu'il n'y ait pas de... Enfin, vous êtes journaliste depuis longtemps, qu'il n'y ait pas de... On s'étonne déjà qu'il y ait des copier-coller qui soient faits dans les lancements de journaux et qu'il n'y ait pas de rédacteur en chef qui se soit rendu compte de la bourde de 13h. Oui. Il faut s'excuser. Quand on fait une erreur pareille, il faut s'excuser tout de suite. Ouais. Alexandre Cara, d'ailleurs, qui est le patron de la rédaction, a envoyé une lettre à la rédaction et a indiqué qu'ils allaient revoir comment étaient vérifiées les informations. Samedi, une fillette de 9 ans s'est suicidée à Sarreguemines. Elle souffrait de harcèlement au sein de son école. TF1 était sur place et vous allez voir le témoignage d'une de ses camarades est particulièrement émouvant. La fillette a laissé une lettre à ses parents pour expliquer son geste. Elle était victime de moqueries répétées sur son physique au sein même de l'école. Une bande de 7 harceleurs sévirait dans l'établissement, nous apprend Luna, l'une de ses plus proches amies. Il lui disait t'es grosse, t'es moche, t'es une conne. Et elle me disait tous les jours qu'elle en avait marre, qu'elle n'en pouvait plus. Et
m'avait dit que ça allait s'arrêter. Et ça s'est pas arrêté. Une enquête est ouverte pour déterminer si Sarah était victime de harcèlement. De leur côté, les enseignants étaient-ils au courant ? La veille du drame, la mère de Sarah serait venue à l'école pour faire cesser les faits de harcèlement. Certains parents et d'anciens élèves pointent la responsabilité de l'établissement. C'est une gamine qui cherchait de l'aide, mais au final... Elle n'a pas été écoutée. On avait la même directrice qu'aujourd'hui. On n'osait pas parler de nos problèmes. Les professeurs nous riaient au nez, la directrice nous riait au nez. Ça vous fait réagir ? C'est abominable. Ouais. C'est abominable. Et puis c'est le pas de vague, on l'a évoqué tout à l'heure, qui a encore lieu... hélas, dans les écoles. C'est ce soir, Valérie, là pour la 20e fois, le lancement de... La France a un incroyable talent. Nouvelle saison d'Incroyable Talent, un show qui a révélé de nombreux talents et a changé le destin de nombreux artistes, comme évidemment celui d'Éric Antoine. Je vous ai mis le générique du programme pour la 20e qui démarre ce soir. Vous voulez que je vous fasse une révélation ? On aura le gagnant mardi prochain de Incroyable Talent. De l'année dernière, de 2000. absolument. Ah oui, le gagnant de 2005, on va le connaître dans carton, quelques semaines. Vraiment un succès qui ne se dément pas depuis 20 ans. Allez, dans un instant, on va parler du procès de Nicolas Sarkozy avec cette actualité. Hier, on a appris donc qu'il allait être incarcéré mardi prochain à la prison de la Santé. Comment comprendre ce jugement et cette incarcération ? On en parle dans un instant avec Laurent Valdiguier, journaliste d'investigation à Marianne, et avec ce hors-série, un président en prison. À tout de suite. Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour est Laurent Valdiguier, journaliste d'investigation à l'hebdomadaire Marianne. En kiosque, je vous conseille vraiment la lecture de ce hors-série, un président en prison, le récit intégral du procès, tout comprendre de l'affaire libyenne et l'explication d'un verdict explosif. Effectivement, cette condamnation à 5 ans de prison avec cette obligation d'aller en prison a interrogé. Alors beaucoup de gens se sont exprimés. Moi, je vous ai vu sur en particulier, vous êtes sur BFM. Expliquez un petit peu cette condamnation que peu de gens ont comprise. On était beaucoup dans l'émotion. Un président en prison, quelle honte, etc. Mais vous qui avez suivi ce procès, donc 39 jours, c'est ça, 39 jours de procès, 38 que vous racontez jour après jour comme une chronique. Qu'est-ce qui fait que cette condamnation, à vos yeux, était justifiée ? Alors, ce qui faisait de ce procès un procès unique et un procès hors norme, c'est la présence des parties civiles. Vous savez, dans les affaires financières, des affaires de corruption, il n'y a pas vraiment de victimes, c'est un peu nous tous. La corruption, c'est dilué. Là, il y avait, pendant 38 jours, parce qu'elles étaient là tout le temps, elles s'appellent les femmes du décédiste, parce que c'est en général, c'est majoritairement des femmes, les familles des victimes de l'attentat du DC-10 d'UTA en 1989, qui a explosé parce que Abdallah Senoussi, le bras droit de Kadhafi, avait planifié l'explosion et remis la bombe dans la valise. Et là, les familles, elles étaient là pour témoigner que c'était pas bien d'avoir rencontré Senoussi. Alors, elles le disaient sur tous les tons, mais surtout, elles l'ont dit en 2007 déjà. Ouais. Puisque c'est vrai qu'en 2007, elles se sont toutes opposées à la venue en grande pompe de Kadhafi à Paris. On se souvient. Alors ça, c'est vrai que les familles là, dans cette audience, tous les jours, à chaque audience, tout ça, là, c'est le jour 9, je crois, c'est aux 9e journée qu'elles sont venues déposer à la barre. Ça donnait à cette audience une dimension d'émotion supplémentaire, sachant que c'est vrai que au-delà des comptes, au-delà de l'argent, au-delà des l'offshore de Takedine et tout ça, c'était un peu une histoire de France, parce que c'est dommage que ça soit pas filmé, que ça soit pas en direct à la télévision, parce que il était question des coulisses de la Ve République, des relations Sarkozy-Chirac, de ces fameux intermédiaires dans l'ombre des contrats d'armement, de l'Arabie Saoudite, des contrats sous mallette dure. Enfin, tout ça, ça nous intéressait tous. C'était passionnant d'audience en audience. C'était les coulisses. Voilà. C'était les coulisses
des bas-fonds de la République. Mais ça veut dire qu'ils payent pour les bas-fonds de la République, ils payent pour ce qu'a fait Chirac ou autre. Alors ils ont décortiqué... Et les accords, est-ce que c'est un peu lui qui prend tout maintenant ? Alors ils ont décortiqué cette notion-là, pour répondre à la question de tout à l'heure de Valérie, d'association de malfaiteurs. Alors l'association de malfaiteurs, qu'est-ce que c'est ? La magistrate, elle l'a dit dans son délibéré, elle a dit c'est une volonté commune. Ils ont estimé, les juges, qu'il y avait eu en octobre, novembre et décembre 2005 une volonté commune des hommes de Sarkozy, avalisée, c'est ça le verbe utilisé par le jugement, avalisé par Nicolas Sarkozy, pour aller proposer aux Libyens un financement en échange, disent-ils, d'accord une fois qu'il serait élu président. C'est ça que le tribunal estime caractérisé. Il ne pouvait pas ne pas savoir. Avalisé, ils disent. Ouais. Et le jugement dit il a avalisé. Alors c'est vrai que quand on voit physiquement... Quelle preuve ils ont ? C'est toujours la question de la preuve qui revient. Oui, alors ça c'est toujours la question de la preuve. J'étais en fin de semaine au procès Jubilard. Au procès Jubilard, c'est pareil, il n'y a pas de preuve. Mais en réalité, à la barre d'un tribunal, c'est un faisceau d'indices sur lesquels les juges se basent pour dire que à cet automne 2005, quand Claude Guéant d'abord, puis Brice Hortefeux ensuite, sont allés voir avec Ziad Takedine, le numéro 2 du régime libyen, Abdallah Senoussi, qui, dit-il, a avalisé un financement, le tribunal estime que tout ça c'est un réseau suffisant, d'autant plus qu'il y a une fameuse entre guillemets preuve dans tout le dossier libyen, c'est le journal intime du ministre Choukri Ghanem, l'ancien ministre du pétrole, qui a été retrouvé à l'issue d'un parcours du combattant incroyable. Il était dans une malle aux Pays-Bas et il a été retrouvé dans le cadre d'une enquête judiciaire organisée en Norvège. Et puis finalement il s'est retrouvé en France et ce journal intime confirme. En tout cas, à la date du 28 avril 2007, ce Choukri Ghanem écrit en arabe dans son journal intime, il y a la date d'avant, il y a la date d'après ensuite, qu'il a été question d'un financement. Mais c'est vrai, juste pour revenir, c'est vrai que les familles des victimes des attentats du TA, on en a assez peu parlé au moment du verdict. Il n'y a que vous qui l'avez évoqué, il n'y a que vous, je pense, qui avez mis en lumière en fait cette relation. Alors il y a eu des réponses qui ont été faites, oui, mais on rencontre toujours des gens un peu bizarres, etc. Mais c'est quand même le point fondamental de la corruption. Tout le monde était en larmes. Moi, le premier, ce jour-là. Marie-Vonne Ravenot, qui est la femme du commandant de bord, Georges Ravenot, qui était aux commandes du DC-10 du TA, elle est venue en dernier. Et puis Marie-Vonne Ravenot, la famille Ravenot, avec son fils, ils ont aussi une originalité dans tout ça. C'est que vous savez, Kadhafi, le régime libyen, a proposé, ils ont indemnisé les victimes dans les années 80, dans les années 2000. Ils ont donné $1 million par famille. La Marie-Vonne Ravenot, elle a refusé ce $1 million. Elle a dit, je ne veux pas d'argent libyen, ça ne compensera pas la mort de mon mari. Et elle est arrivée, c'est une petite dame aux cheveux blancs, elle est arrivée à trottiner jusqu'à la barre. La présidente lui a dit, mais vous avez quelque chose à nous dire, Madame Ravenot ? Elle a dit, écoutez, je me propose de vous lire la lettre que j'ai écrite en 2007 au président de la République de l'époque et qui, à ce jour, est restée sans réponse. Le président de la République de l'époque, c'était Nicolas Sarkozy, il était à 1 mètre sur sa droite. Il a voulu se lever pour prendre la parole. La présidente lui a dit, Monsieur Sarkozy, vous prendrez la parole quand je vous la donnerai. Et elle a lu cette lettre. Et en juillet 2007, Marie-Vonne Ravenot, elle lui demandait de ne pas accueillir Kadhafi à Paris. Ça lui faisait honte. Ça l'a choqué. Il n'y a pas eu de réponse. Il n'y a pas eu de réponse. Et Sarkozy a pu répondre ou pas ? Et à ceux qui disent il faut parler à tous les dirigeants, qu'est-ce qu'on répond ? Alors là, là aussi, c'était une journée assez incroyable. C'était la déposition d'Alain Juillet, qui est un ancien des services secrets français, qui est venu dire avec une certaine forme de... C'est vrai que tous les gens qui déposaient à la barre, ils déposaient avec Nicolas Sarkozy à 1 mètre sur leur droite. C'est un peu impressionnant. Alors, il y en a qui tout le monde n'est pas venu, parce que cette enquête libyenne a duré 12 ans. Mais Alain Juillet, il est venu dire, mais on peut bien sûr discuter avec Abdallah Senoussi, même si tout le monde avait mis en garde tous les proches. Mais attention, Abdallah Senoussi, il faut immédiatement rendre compte au service de ce qu'il a dit, de comment il est, de ce qu'il propose. Parce qu'en réalité, c'est bien entendu, on peut aller discuter avec le diable, mais avec une grande cuillère. Et
en y mettant les formes. Ouais, ce qui n'a pas été fait. Nicolas Sarkozy, donc condamné à 5 ans de prison. Il va être incarcéré à la prison de la Santé. Dans quelles conditions ? Justement, je vais vous laisser répondre. Justement, ce matin, dans le journal de Patrick Roger, on recevait Pierre Botton qui s'est exprimé sur ces conditions. On a l'extrait du journal de Patrick Roger. Comment ça peut se matérialiser justement pour Nicolas Sarkozy là, Alors, d'après ce que j'ai entendu, comme tout le monde, moi j'ai pas d'informations plus qu'ils vont le mettre à l'isolement. Et l'isolement en prison, c'est très très dur. Alors d'abord, il n'aura pas de traitement faveur. Vraiment, il faut que les gens le savent. Et il faut voir le décalage qu'il va vivre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, vous voyez, par exemple, il y a quelques années, il était reçu à la Knesset et il va rentrer en prison et il va devoir, dès son arrivée, il va être fouillé. Et il va devoir se mettre nu devant un surveillant. Donc, vous voyez, le décalage est très important. Et l'isolement est très très dur. L'isolement est vraiment très très dur parce que vous n'avez pas tout ce qu'il peut y avoir entre guillemets au quartier des vulnérables. C'est-à-dire vous n'avez pas d'activité, vous avez, ils vont peut-être lui aménager une promenade, mais normalement vous avez du sport qu'une fois par semaine. Vous voyez, parce que la surpopulation amène que évidemment c'est pas la même chose. Et vous êtes tout le temps toute seule. L'interview est disponible sur nos réseaux et il y a un article sur le site de sudradio.fr. Isolement pour Nicolas Sarkozy, on va le déguer. Ils ont beaucoup hésité, je crois, entre Fleury-Mérogis et la santé, parce que l'obsession de l'administration pénitentiaire, c'est que évidemment sa détention se passe bien, qu'il ne soit pas agressé par un autre détenu, et puis qu'il ne soit pas pris en photo surtout. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour l'administration pénitentiaire, donc ils ont opté pour la prison de la santé, qui est quand même plus proche pour ses proches, pour les parloirs. Fleury, c'est quand même le bout du monde pour y aller. Et probablement à l'isolement, parce qu'à l'isolement, il sera dans une cellule, évidemment tout seul, mais plus protégé. Il y a une cour de promenade spécifique sur le toit de l'infirmerie, qui est absolument invisible de nulle part. Alors, ça ne veut pas dire que, même s'il est à l'isolement, qu'il soit dans les conditions des détenus isolés. Parce qu'il faut voir qu'à l'isolement, c'est souvent à la santé, c'est souvent des gens qui sont en manque de crack. Enfin, les détenus à l'isolement, c'est très très difficile. Donc, mais le but, c'est de lui éviter tout contact avec d'autres détenus. Je vais vous poser une question philosophique, vous qui avez fait des années d'investigation et puis ce numéro spécial. Est-ce qu'au final, vous imaginez, est-ce qu'on peut faire de la politique en ayant les mains propres? Est-ce qu'on peut être président d'un pays, quel que soit le pays, en gardant les mains propres? Espérons. Espérons. Vous en êtes sûr que c'est possible? Ce matin, il y avait le prix Nobel d'économie et qui disait quelque chose auquel je n'avais jamais pensé. Il disait pourquoi les campagnes doivent être moralisées, au sens pourquoi les campagnes présidentielles doivent être plafonnées. Alors c'est vrai qu'on avait plutôt pensé à l'égalité des chances entre les candidats. Lui il disait c'était pour mettre à l'abri les candidats des influences des grandes entreprises. Et en réalité, c'est pas idiot sous cet angle de dire les campagnes sont plafonnées depuis pas longtemps, depuis le milieu des années 90, Rocard. Les campagnes sont plafonnées au fond pour mettre les politiques à l'abri d'influences privées. Ouais. À lire ce hors-série de Marianne, un président en prison, tout comprendre de l'affaire libyenne. Vous comprendrez peut-être avant de parler ou de réagir avec l'émotion en suivant vraiment la chronique de ces 38 jours de procès. Je voulais juste citer un tweet d'une magistrate qui a dit « J'ai passé mon trajet en train à lire le numéro spécial de Marianne sur l'affaire libyenne, complexe, vertigineux. Merci Laurent Valdiguier pour l'explication. » Elle dit « J'éprouve un immense respect pour mes collègues du PNF qui ont porté l'accusation dans ce dossier. » Donc c'est plutôt un compliment d'une juge qui relit finalement un procès. Puis il y a le jour par jour. Voilà, le jour par jour avec des témoignages très très forts. Merci à vous. Il y a Perico qui vient de rentrer. Et Perico, le gaz qui vient d'arriver. Bonjour, cher Perico. Bonjour de quoi allez-vous parler? Alors aujourd'hui, dans la France, dans tous ses États, nous allons parler de l'Union des droites. On va recevoir Stéphane Ravier. On va faire une petite allusion à la commémoration controversée de la mort de Dominique Bernard et de Samuel Paty. Et puis nous finirons pendant une heure face à face avec une universitaire de Toulouse. On va parler de la définition du mot génocide. Voilà, exactement que signifie-t-il exactement? À suivre sur Sud Radio. Merci à vous. Merci Laurent Valdiguier. Et on se retrouve demain. Très bonne journée sur Sud Radio.